autres vaccins à RNA messager, qui sont d'une part celui de Moderna, qui a déjà été accepté par la FDA et qui est en cours d'enregistrement à l'Europe. C'est attendu peut-être demain, peut-être la semaine prochaine, mais c'est imminent, le dossier avance très très bien. Il y a un troisième vaccin qui est le vaccin de CureVac qui fait l'objet d'études de phase 3 dans plusieurs hôpitaux académiques, y compris le nôtre, dont les doses ont déjà été précommandées, je dirais, par les autorités, mais on est encore à des études de phase 3. À côté de ça, il y a deux vaccins dits à adénovirus, notamment le vaccin d'AstraZeneca qui commence à être largement utilisé en Angleterre. Et suite à des petits problèmes méthodologiques dans la façon dont les études ont été réalisées, tant la FDA que l'Europe tardent à accepter le dossier du vaccin d'AstraZeneca. Donc pour le moment, ce vaccin-là n'est pas encore disponible. Il y en a un autre qui est celui de Johnson & Johnson sur des technologies assez semblables, qui lui aussi est en cours d'études de phase 3. Et il y a un dernier vaccin qui est celui de Sanofi-GSK, qui est un vaccin basé sur une technologie plus standard de protéines recombinantes, dont les premiers résultats sont relativement plus faibles en termes d'efficacité et probablement que le vaccin va être modifié et on ne l'aura pas avant la fin de l'année. Alors les vaccins chinois, il y en a beaucoup, il y en a certainement une trentaine selon toutes les méthodologies qu'on a évoquées, aussi bien des ARN messagers que des adénovirus, que des protéines recombinantes, que des virus tués et même d'autres. Ceux qui sont à la pointe, je dirais, qui sont disponibles dès à présent, ce sont des vaccins basés sur des méthodologies classiques, c'est-à-dire qu'on prend le virus, on le tue par des moyens chimiques ou autres, et c'est avec ce virus tué qu'on va vacciner les sujets. Et donc beaucoup de pays dans le monde, notamment au Maghreb, etc., font des études de phase 3 avec ces vaccins et ils ont aussi, un petit peu comme nous avec CureVac, une précommande, je dirais, des doses dès que les études de phase 3 seront terminées. Le vaccin russe, c'est le fameux Sputnik 5 dont on a parlé, qui est un vaccin adénovirus un petit peu avec une approche comparable à celle d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, dont l'efficacité serait bonne, de l'ordre de 90% à ce qu'on en sait, mais c'est un vaccin qui n'est pas encore enregistré à l'Europe, ni a fortiori à la FDA. C'est une question de moyens, c'est une question, je dirais, de chance, d'efficacité dans la façon dont les études ont été faites et publiées. Je pourrais dire par rapport à Moderna, leur avance est relativement minime, c'est quelques semaines, ce qui a fait que l'enregistrement au niveau de l'Europe n'a pas encore été acquis pour le Moderna, mais il l'a été pour le Pfizer, donc ils sont arrivés plus ou moins, je dirais, à égalité. Ce qui explique que celui d'AstraZeneca a pris du retard, c'est probablement cette malchance dans l'erreur de dose qui a été commise, puisque certains sujets avaient été vaccinés avec une demi-dose, ce qui rend évidemment les résultats plus difficiles à interpréter, à publier, et pour des autorités réglementaires, plus difficiles à accepter aussi, bien évidemment. Je crois qu'il faut avant tout s'en réjouir, mais je pense que le fruit était presque mûr, donc on a de la chance. Il faut parfois dire qu'on a de la chance dans la vie. On a eu de la malchance avec le Covid, mais on a de la chance parce que le fruit de ces vaccins ARN messagers était pratiquement mûr. C'est des vaccins qui sont en étude depuis plus de 10 ans. On a compris comment ils fonctionnaient, on a compris comment les rendre plus efficaces, on a compris comment réduire la réactogénicité. Et donc le Covid est arrivé à ce moment-là avec évidemment énormément d'argent qui a permis d'avancer et de finaliser les études plus vite, un grand enthousiasme de la part de volontaires qui ont participé aux études de phase 1, de phase 2, une grande réactivité des autorités réglementaires qui ont enregistré les dossiers plus vite. Donc aucune des phases classiques d'évaluation des vaccins n'a été bâclée, mais tout s'est produit en accéléré parce que la nécessité était là. Peut-être que certains le font par pragmatisme, je dirais, mais si on regarde les résultats de l'étude publiée, on a l'impression que la protection conférée par la première dose apparaît rapidement, après une dizaine de jours, mais elle n'est que de l'ordre de 50 à 60%, et on n'a aucune donnée quant à sa durabilité. Donc si ces vaccins ont été prévus pour 2 doses, c'est parce que les études de phase 1 et de phase 2 ont suggéré que 2 doses c'était beaucoup mieux qu'une dose. À l'heure actuelle, je pense qu'il serait contre-productif de faire des vaccins, je dirais,
avec une efficacité réduite. Ça va contribuer, me semble-t-il, à l'émergence de souches mutantes dont on parle parfois et d'une perte de confiance de la population. Donc je pense qu'il faut tout faire pour que le stock soit là et qu'on vaccine selon les recommandations et selon les messages que les études de phase 1 et de phase 2 nous ont donnés. Première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas de risque à faire le vaccin. Donc on n'a pas montré que le fait d'avoir déjà fait le Covid allait rendre plus d'effets secondaires, plus de réactogénicité, donc c'est totalement neutre. Est-ce que c'est maintenant nécessaire? C'est une autre question à laquelle je n'ai pas de réponse formelle. Ce qu'on sait, c'est que certains sujets acquièrent une meilleure réponse immunitaire après le vaccin qu'après l'infection naturelle, probablement parce que le virus a toute une série d'armes pour leurrer le système immunitaire et malgré tout, la réponse immunitaire qui peut se mettre en place après un Covid n'a pas la même qualité que celle qu'on peut obtenir après le vaccin. Alors, si on est dans une situation où les doses de vaccins sont relativement précieuses, parce qu'il n'y en a pas pour tout le monde, le compromis qui a été adopté aux États-Unis, c'est de dire ceux qui ont fait un Covid à la première vague, il y a plus de 3 ou 4 mois d'ici, on peut présumer qu'ils ont perdu une partie de leur immunité et donc on les vaccine comme tout le monde en fonction des groupes à risque auxquels ils appartiennent. Par contre, quelqu'un qui aurait fait un Covid dans les 3 derniers mois, a fortiori s'il n'appartient pas à des groupes à très haut risque, ne sera plus prioritaire pour recevoir le vaccin. Il le sera peut-être dans quelques mois quand on aura du vaccin pour tout le monde. L'étude qui a probablement le mieux étudié cette question, c'est l'étude d'AstraZeneca, avec les petites difficultés méthodologiques dont on a parlé, mais eux seuls ont de façon méthodique réalisé des frottis nasopharyngés chez des personnes asymptomatiques pour justement voir si le vaccin empêchait le portage asymptomatique. Et les résultats, c'est oui, c'est un vaccin qui semble très efficace pour réduire ce portage asymptomatique. Et certaines données qui ne sont pas publiées ou en tout cas qui ont été moins analysées suggèrent que c'est également le cas pour le vaccin Pfizer. Donc très raisonnablement, en fonction de la façon dont ces vaccins fonctionnent, en agissant aussi bien sur les anticorps que sur les lymphocytes T, on peut présumer qu'ils auront également un impact sur la transmission asymptomatique. Alors on n'en sait pas davantage, il y a probablement dans les centaines de milliers, voire de millions de personnes qui ont déjà reçu le vaccin aux États-Unis ou en Europe, il y a certainement des femmes enceintes qui l'ont reçu. On n'a décrit aucun incident. La position actuelle, notamment des Américains, c'est de dire nous n'avons aucune donnée inquiétante, c'est-à-dire que tant les données animales que des données avec d'autres vaccins ARN messagers qui ont été utilisés dans des études cliniques depuis plusieurs années n'ont suggéré qu'il y avait la moindre tératogénicité. Néanmoins, par principe de précaution, comme je le disais l'autre fois, ça reste quelque chose qui doit être discuté au cas par cas. Et donc les Américains disent que si réellement on a une femme enceinte qui est à très haut risque, soit parce qu'elle a une comorbidité, une immunodéficience, un diabète sévère, une obésité, soit parce qu'éventuellement elle travaille au front et qu'elle ne peut pas être écartée, ce qui dans nos pays évidemment n'est pas le cas, mais on pourrait imaginer que ça ne le soit pas dans d'autres configurations, eh bien dans ces cas-là, on peut vacciner les femmes enceintes après avoir pesé le pour et le contre et discuté avec la personne. C'est un tout petit peu différent parce que là, on a des arguments qui suggèrent, donc ce sont des vaccins, les vaccins ARN messagers sont des vaccins qui sont très réactogènes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dangereux, hein, j'en suis vraiment convaincu, mais par leur structure même et la façon dont ils agissent, ils provoquent plus d'inflammation locale que les vaccins à grippe, etc. qu'on a chaque année, voire même plus de fièvre le jour qui suit. Et on a montré que plus on est vieux ou moins on est jeune, moins on faisait de réactions à ces vaccins. Et donc on pourrait présumer à l'inverse que des enfants vont avoir une réaction beaucoup plus importante et donc probablement, bon, ne menaçant pas la vie, mais peut-être une réactogénicité locale qui serait à la limite de ce que l'on peut accepter dans un vaccin. Et donc probablement qu'il faudra d'autres études, éventuellement même avec des vaccins dosés différemment. Donc à l'heure actuelle, on s'en tient à ce qui a été accepté par les autorités réglementaires, 16 ans pour le Pfizer et 18 ans pour le Moderna. Le virus mute tout le temps, hein. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une chose qui est apparue comme ça pour la première fois. Le virus mute sans arrêt et on a eu des mutations en Belgique de toutes sortes depuis plusieurs mois.
Et ce qu'on pense, c'est que comme avec d'autres virus, le virus peut changer à de multiples niveaux, mais il y a des structures qu'il doit maintenir s'il veut rester un virus infectieux. Compte tenu du fait que ce sont précisément ces structures-là que le vaccin va cibler, on a toujours considéré par principe qu'il n'y avait aucune raison que le vaccin perde son efficacité. On en est toujours là. Il y a certaines données qui suggèrent qu'on pourrait avoir une efficacité un peu réduite. J'ai vu ça aujourd'hui, ça a été publié par ça n'est pas publié dans un journal scientifique, mais des scientifiques anglais auraient dit il y a quelques heures d'ici qu'une efficacité légèrement moindre pouvait être envisagée. L'avenir va nous le dire. Ce qu'il faut dire malgré tout comme message d'optimisme, c'est que c'est une technologie qui est extrêmement versatile et qu'on peut imaginer avec exactement, je dirais, la même structure de vaccin, le même excipient, le même type de conditionnement, de changer dans l'ARN messager les nucléotides que le virus a générés, voire même faire des vaccins qui comprendraient des ARN messagers pour différentes souches, y compris la souche mutante. Évidemment, tout cela retarderait le processus, mais ne serait certainement pas hors de portée, bien évidemment. Personnellement, dans ce que j'ai vu publier, je reste convaincu que les vaccins ARN messagers sont les plus efficaces. Je suis plus convaincu par leur efficacité que par ceux de l'adénovirus. Et donc, je choisirais, si j'en avais l'occasion, et c'est celui qui, en principe, nous sera proposé en premier lieu, je choisirais soit le vaccin de Pfizer, de Moderna ou de CureVac. Je pense qu'ils sont basés sur des approches relativement similaires, même s'il y a des détails qui sont différents.